Bonjour à tous, bienvenue pour le Calisthenics Science Podcast épisode 40. Vous l'aurez compris, premier podcast solo, donc en compagnie de 012 Workout. On espère que ce format va vous plaire, hein, donc c'est le premier de la série. Et je vais commencer cet épisode par vous parler de calisthénie. Et Morgan abordera sans doute plus de manière générale la nutrition, même s'il aura des choses à nous dire en calisthénie aussi. Et moi aussi j'aurai des petites choses à vous dire en nutrition, mais voilà. Donc là, on va commencer par ça. Et le sujet du jour, ça va être calisthénie et poids. Donc calisthénie, musculation, l'approche hybride, l'athlète complet. C'est un truc, il y a beaucoup de choses à dire et j'avais envie de vous partager ça comme premier épisode, parce que c'est un peu la vision que on a ensemble dans le Calisthenics Science Podcast. Je pense qu'on combine tous les deux ces deux modalités. On est loin d'être des puristes au poids du corps, même si on a quand même beaucoup touché à ça, Morgan par sa pratique du hand balancing, et moi-même par mes objectifs en skill, et on a aussi touché énormément au poids, par sa pratique du powerlifting, Morgan de son côté avec ses squats et son bench, et même le streetlifting aussi, et moi-même, donc streetlifting, et aussi, bon, on fait tous les deux de la musculation. On accorde une importance à l'hypertrophie, et je pense qu'on l'a eu aussi davantage avec le temps. Donc ça je vais revenir plus tard. Et tout d'abord aussi j'espère que vous allez bien, que pour ce podcast vous allez l'écouter de manière posée, chez vous ou dans les transports ou quoi. Donc j'espère que vous allez pas rester sur YouTube à me regarder pendant le temps que je vais parler, parce que c'est un peu malaisant, même si on aime bien faire des vidéos YouTube aussi. Et puis la qualité aussi vidéo est moins top, je pense. Et au niveau du sonore, je vais essayer de lisser un peu l'audio en le mettant dans un logiciel, en le mettant en normalisation audio, et normalement ça sera un peu plus agréable que ce qu'on pouvait faire dans notre précédent podcast, surtout qu'on enregistrait via Skype, et Skype ne prenait pas en compte un de mes micros par exemple. Bref, on va arrêter de parler de ma vie. Voilà. Au niveau aussi, si vous avez des remarques à faire dans les commentaires ou quoi, n'hésitez pas. Si vous voulez que le podcast s'améliore un petit peu, par exemple faire une belle introduction, une petite musique ou quoi, on essaiera éventuellement d'en tenir compte. Je voulais revenir aussi au fait que c'est un sujet qui est un peu plus tendance aujourd'hui, notamment on voit beaucoup d'athlètes hybrides, on voit Daniel qui lance son programme Calisthenics and Weights, et qui dit que c'est la formule parfaite, et c'est vrai que dans ce sens-là on le rejoint assez. Et en fait moi-même l'an passé j'avais lancé le programme Calistelift, et donc c'était tout un programme digitalisé sur plateforme de 6 mois qui combine calisthénie, donc pratique des skills. En fait souvent c'est mon approche à travailler les principaux skills, donc planche, front lever, handstand push-up, et streetlifting, donc dips, traction et squat, sans inclure le muscle up, même s'il y avait une option pour faire le muscle up aussi dans la programmation, parce que le muscle up sera beaucoup plus intéressant pour ceux qui ont un objectif de compétition, car en général la plupart des gens ont beaucoup plus à gagner en traction. Bref, ça j'y reviendrai peut-être plus tard dans les trucs. Et aussi, cette approche-là hybride, elle est plus au goût du jour. Enfin, après, c'est pas pour deux exemples comme ça, mais je pense qu'on peut voir beaucoup d'enthousiasme sur les réseaux vis-à-vis de ça. Et, donc maintenant, on pense même que les gens ne jurent que par ça aussi. Donc c'est ça. Et puis, je pense que il y a toujours des extrêmes aussi, et donc les gens risquent d'apporter tout leur poids dans les parcs, dans les salles, ramener tout l'équipement de calisthénie, et à l'inverse. Et du coup, parfois on peut quand même se poser des questions, est-ce que c'est vraiment nécessaire aussi ou pas. Et en fait, je pense que c'est aussi une réponse à un mouvement un peu puriste qu'il y a eu, hein. Donc c'est souvent comme ça dans les extrêmes, c'est des réponses à d'autres extrêmes qui étaient là avant, et je pense qu'on a passé un peu de cette culture puriste
qui a émergé grâce au street workout, hein, ils s'entraînaient que dans les parcs, dans un minimum de mobilier urbain, juste avec un sol, un mur, et puis un petit échafaudage, et puis une plaine de jeu. Donc il y a aussi tous ceux qui ont essayé de cultiver leur physique uniquement grâce à ça. Bah, je pense au Bar Brothers, à Lazare qui a voulu se bodybuilder uniquement au poids de corps, ce qui était vraiment le cas, et il a vraiment atteint un super physique. Bon, maintenant, est-ce que c'était naturel ou pas? C'est un débat. Bon, après, je pense personnellement que c'était possible, ouais, donc maintenant, est-ce qu'il s'entraînait de la meilleure manière et tout? À voir aussi. Et donc voilà, je pense que cette combinaison, c'est un peu on va dire, une réponse à ce purisme qu'il y a eu. Et donc maintenant on est un peu plus dans cette combinaison, et peut-être aussi justement d'autres qui sont passés uniquement dans le street lifting et dans la musculation, et qui ont un peu oublié tout ce qui était skill et pratique du mouvement. Voilà, on a pu observer ce focus que sur les poids justement, et peut-être qu'ils ont oublié un peu cette partie de calisthénie, et maintenant est-ce que c'était une excuse pour ne plus les pratiquer parce que c'était un peu trop frustrant et trop long, la progression était trop lente. Bref, finalement je pense qu'on au final ça revient un peu à nous-mêmes, hein. On va faire ce qu'on veut en fait, donc il faut pas forcément se laisser guider par un mouvement. Il faut juste faire ce qui nous parle, ce qui nous intéresse le plus. Je pense, finalement, si vous êtes sur ce podcast aussi et sur cette chaîne, je pense que il y a à peu près, le milieu de la force, c'est quand même passionnant, quoi. Donc c'est vraiment intéressant de voir des super mouvements de calisthénie, de soulever des énormes charges et d'être musclé en même temps, et même de tout le processus pour se muscler, le pump, l'entraînement en résistance est kiffant, les maintiens statiques en skill kiffant aussi, et l'effort lors d'un gros lift aussi, c'est cool, quoi. Donc c'est ça qui finalement est quand même pas facile est un peu dommage de de vouloir se catégoriser, on va dire, dans une partie, au lieu de finalement faire ce qui nous parle le plus, ce qui nous intéresse. Et aussi, je pense que aussi avec le temps, finalement, on se rend compte aussi que le poids est vraiment en fait un super outil pour la progression en skill. Et donc, si à titre personnel, vous êtes super intéressé par les skills, finalement avec les années, on se rend compte que incorporer du poids va être ou peut être un super outil pour atteindre vos objectifs de statique ou de skill. Et donc finalement on se retrouve même avec une nécessité ou un besoin de les utiliser plus qu'une finalité en soi, et donc à partir de ce moment-là ça devient intéressant. Donc voilà, on passe aussi d'un esprit puriste où finalement ou même pour l'esthétique, Lazare a voulu par exemple se spécialiser que dans le poids du corps, mais il aurait peut-être eu beaucoup plus facile à utiliser certains poids, et même pas peut-être, moi je suis convaincu que oui, parce que il y a beaucoup d'intérêt à utiliser les poids pour la masse musculaire, pour la force, pour supplémenter ses skills. Bref, en fait je vais vous parler un peu de ce qu'on va expliquer dans ce podcast. Donc dans ce podcast, on va parler de masse musculaire, donc de l'intérêt, de la charge, la variété d'exercices et d'isolation. On va parler ensuite de force. La force, est-ce que c'est spécifique à la calisthénie, au streetlifting, à d'autres exercices? C'est quoi le transfert de force entre certains exercices, entre certaines modalités? C'est quoi les avantages de s'entraîner en calisthénie et en poids, l'avantage de combiner les deux? Quels sont les désavantages qu'il y aurait à combiner les deux? Et ensuite, on va parler un peu pratique. On va terminer par des exemples de séances, des exemples de split, des exemples de macrocycles, de périodisation pour combiner les deux disciplines. Donc voilà, j'espère que le sujet du jour va vous plaire. Bon, on est déjà à 9 minutes pour l'introduction du podcast, donc c'est cool. Après c'est une belle introduction parce qu'on a déjà pu aborder certaines choses.
Du coup, excusez-moi de moins être à l'aise aussi au niveau du format podcast, mais je pense que ça va être un bon exercice, comme je l'ai dit dans l'épisode d'avant, et peut-être petit à petit, ça ira un petit peu mieux. Donc c'est pas évident de parler sans faire des cuts et tout. Donc sur YouTube, je commençais un peu à prendre la main, même si j'étais toujours à un niveau très médiocre, on va dire. Mais le fait de pouvoir faire des cuts et tout, c'était un peu plus rassurant. Et ici, je sens que, par exemple, un peu, j'ai la boule, on va dire, un peu le stress de parler comme ça en continu. Et je pense que vous l'avez remarqué sur les podcasts d'avant, et c'était un peu plus facile parce que chaque fois Morgane prenait le relais, ou alors notre invité aussi qu'on a eu l'occasion d'avoir. Bref. Ouais, faut juste respirer, ça va le faire. Comme ça, je serai un peu plus à l'aise aussi, et vous serez plus à l'aise aussi en tant qu'auditeur. Donc, en fait, ouais, je pense qu'un des principaux intérêts de combiner les deux, en fait, ça va être le gain en masse musculaire. Donc, pourquoi est-ce qu'on va gagner plus en masse musculaire en combinant les deux? Parce que et pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de masse musculaire en fait? Donc l'intérêt de la masse musculaire, c'est vraiment d'augmenter le potentiel de force. En fait, pour être plus fort, il faut, ça a été vraiment prouvé que, par exemple, tous les powerlifters à haut niveau, ceux qui gagnaient les compétitions, les trois premiers, en fait, avaient tous plus de masse musculaire que les 7 d'après. Donc si on c'est un top 10 par exemple, et la corrélation était vraiment très très forte. Euh, et pas que pour les powerlifters, même pour des gymnastes ou quoi. Maintenant, pour la calisthénie et la gymnastique, il y a vraiment une notion de taux de masse grasse qui est beaucoup plus importante aussi, et de bonne répartition de la masse musculaire aussi. Donc si vous avez énormément de masse musculaire sur les jambes ou certains endroits où vous en avez moins besoin, c'est moins cool. Du coup, il faut l'avoir au bon endroit. Donc finalement, c'est ce que je disais avant, on s'en rend vraiment compte que ça a une importance fondamentale, cette masse musculaire. Et je pense qu'on en a rarement trop, et justement, beaucoup de pratiquants, avec les années, n'ont pas vraiment pris le temps de développer assez de masse musculaire. Donc souvent, on fonce dans la pratique, on pratique beaucoup de skills, quelques exercices de renfort de base, ou alors on se dit on fait du set and reps, et ça va débloquer notre masse musculaire, mais du coup, on n'a pas encore utilisé certains outils, comme les poids, pour prendre beaucoup de masse musculaire. Ou alors on n'a pas passé assez de temps dans un cycle spécial. Donc si vous me connaissez, j'aime bien pratiquer le cycle de masse, où on prend vraiment le temps de construire de la masse musculaire. Et dans ce cycle de masse, justement, on pourrait utiliser des bons outils, donc les poids, pour créer un max de masse. C'est là où aussi on voit que certains pratiquants qui ont fait des gros sports de résistance, des judokas ou des gymnastes ou quoi, qui ont eu pas mal de masse musculaire quand ils étaient jeunes parce qu'ils ont pu en construire plus à cet âge-là, deviennent très très forts en calisthénie, quoi. Et peut-être même ceux qui ont fait un peu de musculation en salle aussi, quand ils commencent la calisthénie, ils ont déjà une très très bonne base, et du coup ils ont déjà développé pas mal de masse musculaire. Maintenant, voilà, je dis pas du tout que le poids du corps ou même les skills, voire les certaines reps ne la développent pas, ils la développent très très bien, mais il y a quand même des petits chaînons manquants. Et donc, l'intérêt de la masse musculaire, finalement, c'est prouvé que c'est méga intéressant pour nous, à condition d'avoir qu'elle soit bien répartie et qu'on respecte un certain taux de body fat. Maintenant, certains individus ont déjà beaucoup de masse musculaire, donc ils en ont peut-être moins besoin que d'autres. Donc, l'intérêt des poids pour prendre de la masse musculaire, il est quand même indéniable, hein. Donc le fait, c'est qu'on va pouvoir quantifier la charge, et du coup, ça va être accessible dès le début. Donc, par exemple, tout le monde n'est pas capable de faire une traction, mais tout le monde est capable de faire un tirage vertical à la machine. Et du coup, ça va être hyper intéressant pour beaucoup de personnes, en fait. Dès le début de votre pratique, vous allez pouvoir travailler, en fait. Alors que, par exemple, si vous ne savez pas faire la traction, là, vous allez devoir vous orienter, par exemple, vers des tirages horizontaux. Donc, il y aura l'accessibilité de charge par le fait de mettre hyper peu de poids directement. Ensuite, par exemple, si vous faites du tirage horizontal, ça va être difficile de quantifier votre progression. Donc vous allez devoir calculer un peu la hauteur des anneaux, le placement de vos genoux, de vos jambes, de vos pieds, de vos segments. Certes, il y aura beaucoup d'avantages en termes de contrôle moteur, de travail de l'omoplate, de muscle sollicité général. Quand vous êtes débutant, vous allez progresser très vite sur ces exercices-là. Mais maintenant, par exemple, si vous faites un tirage horizontal à la machine, et que vous mettez 20 kg et puis que vous arrivez à 40 kg, vous êtes certain d'avoir progressé. Même si au début, vous allez
progresser grâce à d'autres facteurs que le gain en masse musculaire. Un autre facteur aussi pour la performance en force aussi, c'est l'angle de pénation, c'est des muscles qui changent en général en quelques semaines pour être le plus performant possible sur un exercice, grâce à la pratique de l'exercice. C'est les facteurs nerveux, donc la capacité à générer un meilleur influx nerveux, la technique sur un mouvement, donc ça passe aussi par là, et la technique c'est aussi un truc qui peut se développer énormément avec le temps, donc on peut progresser pendant 2-3 années sur un exercice sans forcément gagner en masse musculaire, juste parce qu'on pratique la technique de manière plus efficace. Donc ça c'est aussi un truc que je me suis rendu compte aussi avec le temps, par opposition à la masse musculaire. J'ai été un peu trop pro masse musculaire pour la performance, mais finalement là je me suis rendu compte que vraiment pratiquer la technique de manière qualitative pendant très longtemps, et c'est vraiment extrêmement important pour progresser en calisthénie. Donc voilà, il y a cette notion de l'accessibilité, de quantification de charge. Il y a aussi la notion de variation d'exercice, hein, donc si vous faites par exemple un peu l'hypertrophie, donc c'est quand même prouvé que varier ces exercices c'est important. Donc par exemple si vous faites du tirage horizontal aux anneaux pendant 1 an, je pense que vous auriez plus intérêt par exemple à faire du tirage horizontal aux anneaux pendant 3 mois, à faire du tirage horizontal à la poulie pendant 3 mois, puis à refaire du tirage horizontal peut-être pas aux anneaux pendant 3 mois, ou aux anneaux mais avec une variante plus difficile parce que vous aurez gagné plus de masse, et puis ensuite avec du tirage horizontal plus lourd ou une autre prise par exemple. Et donc là vous faites 4 variantes sur votre année, ce qui pourrait être plus intéressant potentiellement que faire du tirage horizontal aux anneaux pendant 1 an. Donc ça c'est encore plus important pour les personnes plus avancées. On gagne souvent plus de masse sur des exercices qu'on n'a jamais fait. Maintenant il faut être sûr de les garder assez longtemps. Donc par exemple si vous faites du tirage horizontal aux anneaux pendant 4 semaines, tirage à la poulie pendant 4 semaines, puis tirage tondeuse pendant 4 semaines, puis du pain lero pendant 4 semaines, ça sera un peu moins intéressant que pratiquer l'exercice pendant en général on dit souvent 12 semaines pour vraiment faire des adaptations. Chez un débutant ça va être très vite, chez quelqu'un de plus avancé ça va être plus lent. Et puis il y a toute la notion de progresser, de garder des fourchettes de rep, de laisser certains exercices en maintenance aussi. Bref. Là, cette notion de variation, elle est extrêmement importante, et du coup, en calisthénie, vous allez toujours limiter par les exercices au bas du corps, même si finalement il y en a une infinie aussi. Mais par exemple, appliquer certains exercices de muscu sera vraiment un must. Donc là, c'était quand même un très bon exemple. Maintenant, les tractions, par exemple, ça va être difficilement remplaçable. Ça va être dur de trouver un meilleur exercice que la traction, comme tirage vertical. Bon, il y a des variantes à la machine ou quoi, mais c'est souvent moins supérieur. Après, vous allez pouvoir faire de l'unilatéral, ou des variantes en changeant un peu la position de vos segments. Vous allez pouvoir tirer de rond pour un meilleur gain en hypertrophie, avec vos jambes en flexion, donc en étant assis par exemple. Il y a quand même beaucoup d'intérêt aussi à varier certains types sur les exercices, mais de manière générale la traction c'est vraiment le best quoi. Donc finalement c'est pour ça que c'est un peu la combinaison du meilleur des mondes, c'est que vous allez faire par exemple des tractions lestées et puis d'autres exercices, tandis que ceux qui font que de la musculation, il y en a beaucoup qui ne savent même pas faire des tractions poids du corps par exemple, et donc eux ne pourront pas pratiquer comme nous cet outil magnifique qui est la traction. Et à l'inverse, le dips ST aussi sera une extrêmement bonne variante parce que c'est assez accessible. Vous allez pouvoir mettre beaucoup de charges, et notamment sur les triceps par exemple. Je pense qu'il y a peu d'exercices qui vont les développer avec une intensité pareille. Et du coup, ça sera vraiment un must. Et ensuite, il y aura tout le panel d'exercices d'isolation. Et c'est un peu finalement le dernier point que j'aborde. Et c'est peut-être le point que tout le monde voit directement, que la musculation c'est que l'isolation, c'est aller chercher des angles mono-articulaires pour juste gonfler. Et c'est vrai, et finalement ça a beaucoup d'intérêt. Donc par exemple, faire beaucoup de biceps curl, ça aura beaucoup d'intérêt pour votre action, pour votre planche, pour la santé de vos coudes. Faire des élévations latérales, ça sera aussi peut-être un chaînon qui manque en calisthénie. Donc même quand on travaille les pompes handstand ou les poussées verticales, vous allez toujours solliciter un peu votre deltoïde moyen, mais de manière assez faible. Et si vous voulez un meilleur
équilibre. Bon, après, c'est pas l'hypertrophie du delta latéral qui va changer votre vie. Et finalement, les planches et tous les mouvements vont quand même vous faire de très très bonnes épaules, donc c'est pas du tout un indispensable, mais ça peut être quand même un petit chaînon manquant. Un petit travail esthétique, et même peut-être pour la performance, donc ça reste à prouver, évidemment, faire plus d'unité motrice à ce niveau-là. Et puis, si on utilise un peu les poids pour supplémenter certains exercices de gym, donc par exemple si vous faites des planches, des élévations frontales en planche ou des Maltese dumbbell press pour supplémenter votre planche, c'est aussi une manière objective de progresser et une variante en plus, et donc ça peut être aussi un outil en plus pour vos exercices. Et puis il y a toute la prévention de blessures avec certains exercices, aussi le fait de s'user sur certains exercices de poids de corps un peu trop intenses, ou même de street lifting, et donc utiliser d'autres variantes, ça peut être aussi un gros plus pour votre progression. Donc je pense que vous aurez compris que les poids sont intéressants pour la masse musculaire. Et puis vous allez aussi pouvoir utiliser des chargeurs, des exercices en charge libre, tout simplement faire un développé couché à 60 kg, quand vous allez faire 80 kg pour le même nombre de reps, d'office que vous allez avoir beaucoup plus de pectoraux, et si vous avez plus de pectoraux, vous serez potentiellement beaucoup plus fort sur un dips ou sur d'autres exercices de poids du corps. Ensuite, on va parler de force. C'est vrai que avant de parler de force, je voulais vous dire, tout ça c'est un peu évident finalement dans ce podcast. Donc il y aura des podcasts un peu où on va aller plus profond dans certains sujets. Là peut-être que c'est un peu évident comme sujet, comme un premier podcast, mais je pense que ça peut être intéressant d'avoir cette réflexion là, si vous ne l'aviez pas encore, d'approche hybride et de comment combiner les deux. Maintenant voilà, je vous dis pas du tout qu'il faut absolument vous prendre un abonnement en salle pour pratiquer. Voilà, c'est juste des pistes d'amélioration si vous êtes un peu bridé par une approche unique, on va dire. Ou alors si vous avez juste... voilà, c'est surtout ça. Bref, ensuite, je voulais vous parler de force. De force, c'est quoi la force? C'est... est-ce que... Parce qu'en fait, on pourrait la force toujours un peu spécifique, en fait. Quelqu'un pourrait être super fort en calisthénie, donc en planche, en front lever, en handstand push-ups, mais pourrait être un peu moins fort sur certains exercices, même si, pour avoir ces mouvements-là, il aura sans doute déjà une bonne force de base. C'est très rare qu'il soit faible, donc je vous invite à aller voir ma dernière vidéo là-dessus aussi. Donc on va faire beaucoup d'autopromo aussi dans ce podcast. Donc 012 workout, j'avais fait une vidéo, c'est es-tu assez fort pour réaliser ces figures, et finalement ça aborde certains prérequis. Donc c'est pas des prérequis énormes, mais il y a quand même des prérequis à avoir, hein. Donc par exemple si vous faites une traction, je pense que c'était plus que 60%, mais il y a beaucoup plus de chances que vous ayez un front lever que l'inverse, que si votre traction n'est que à 20% de votre poids de corps. Là ça va être beaucoup plus compliqué. Même chose pour votre overhead press, hein. Si vous avez une overhead press au moins à 75% de votre poids de corps, vous aurez beaucoup plus de chances de faire une handstand push-up que l'inverse. Maintenant, voilà, c'est pas du tout indispensable. Et par exemple, si vous savez déjà faire une planche en front lever ou une handstand push-ups, il y a aussi beaucoup plus de chances que vous sachiez déjà faire ces exercices-là aussi. Et pour avoir ces mouvements-là, vous aurez peut-être travaillé que au poids du corps. Et donc finalement c'est ça aussi que je voulais vous dire, c'est que la force est très spécifique. Et par exemple quelqu'un aussi qui a une planche, un front lever, une handstand push-up, ne sera pas spécialement fort en street lifting, il aura pas non plus une traction lestée de malade, un dips lesté énorme. Donc voilà, c'est toujours spécifique, et il aura pas forcément un bon développé couché, un bon soulevé de terre, un bon squat, parce que là c'est encore moins spécifique par exemple. Donc c'est ça, et puis c'est toujours spécifique aussi sur un format de rep. Donc là quand on parle de force, moi j'ai souvent tendance à penser à moins de 5 répétitions, mais certains aiment pratiquer avec plus de répétitions sur presque tous leurs exercices, et ce qui est pas forcément mauvais, mais c'est peut-être moins spécifique, on va dire, à la force pure et dure. Mais ils peuvent être très forts aussi sur ce format-là, et pas spécialement forts sur un format de rep beaucoup plus court. Ensuite c'est aussi spécifique à d'autres exercices, comme le développé militaire, comme du tirage horizontal,
comme du soulevé de terre, même si ou comme le squat, même si certains ne pratiqueront pas non plus, donc à certains angles. Et du coup, je pense en fait que combiner aussi de nouveau un peu toutes ces modalités, ça vous rend fort de manière générale. Donc vous serez l'athlète complet. Après voilà, c'est toujours un truc à dire, mais du coup ça sera une force que vous allez transférer souvent. Si vous commencez de la calisthénie puis que vous faites du streetlifting, vous allez déjà être assez bon en streetlifting, et puis que vous devenez encore plus fort en streetlifting, et puis que vous êtes limité, vous allez peut-être vous dire ok, je vais utiliser un outil en plus, je vais faire du développé couché. Vous allez refaire un cycle de développé couché, vous allez devenir très fort en développé couché. Puis pour le streetlifting, vous allez faire beaucoup de squats, puis vous dites ok, je vais quand même équilibrer un peu ma chaîne post, je vais faire du Romanian deadlift. En pratiquant le Romanian deadlift, vous dites bon allez, pourquoi pas aller taper un pair en deadlift, puis boum, vous êtes super fort en deadlift. Et donc finalement vous allez être super fort en calisthénie, en streetlifting et sur d'autres exercices. Après, vous serez peut-être pas super fort comme d'autres mouvements fonctionnels, comme le font les strongman, comme du push press, comme du farmer, bref. Après là, c'est peut-être encore un peu moins parlant, et d'autres exercices plus spécifiques au strongman. Je pense que les strongman sont en général plus forts dans un peu de tout. Peut-être pas au poids du corps justement, mais du coup ils ont de très bons transferts aussi de force. Et donc c'est ça, vous êtes un athlète bien complet aussi en combinant tout ça. Et après voilà, il faut pas le combiner non plus toute l'année et tout, ça on verra peut-être ça par la suite. Et puis aussi du coup je voulais en revenir avec la notion de transfert. Donc par exemple si vous faites pas spécialement beaucoup de traction ST, mais que vous allez progresser énormément sur votre traction humain, que vous faites beaucoup de traction prise mixte puis excentrique, puis que vous allez rentrer, après c'est peut-être pas non plus la meilleure méthode pour apprendre la traction en excentrique, à une main, mais c'est un bon outil aussi, et peut-être qu'après vous allez augmenter 20 kilos sur votre action, et puis vous faites l'inverse, vous augmentez votre action de encore 20 kilos en faisant que du lesté, vous revenez sur votre action une main, et puis boum, vous explosez aussi. Donc c'est ça aussi qui est chouette dans la notion de transfert. Maintenant, de nouveau, vu que je vous ai dit que la force était spécifique juste avant, mais parfois le transfert il va pas se faire tant que ça. Donc ça c'est un truc que j'ai pu observer aussi, c'est que ça dépend vraiment beaucoup du contexte des personnes. Voilà, je connais des gens, ils avaient pas de front lever, et puis ils bossaient beaucoup leur front lever, ils l'avaient pas. Puis ils ont arrêté de le bosser, ils ont fait que de la traction une main ou que du front lever, ou que de la traction lestée. Ils sont revenus sur leur front lever et boum, ils l'avaient 5 secondes quoi. Donc de nouveau et à l'inverse, je vais prendre mon cas. Par exemple, j'avais presque le front lever, je l'ai un peu arrêté parce que je me dispersais beaucoup au début de ma pratique. J'ai fait beaucoup de streetlifting, de traction lestée, et je suis revenu et j'avais perdu mon front lever. Donc ça s'est pas vraiment réalisé. Et même chose par exemple pour la planche. Donc j'avais fait le programme planche pro. Je pensais que j'allais avoir un bon transfert vers mon dips. J'ai énormément progressé sur la planche et je suis arrivé sur mon dips et j'avais pas du tout peur. J'avais même régressé. Après, je crois que j'avais eu des petites gênes à ce moment-là aussi, et donc mon dips avait énormément baissé. Et à l'inverse, il y a des gens, ils vont débloquer leur planche et leur dips va augmenter à fond, ou leur dips va augmenter, leur planche va augmenter. Donc c'est toujours un peu dur à dire. Maintenant, pour éviter de perdre, je pense qu'il y a des systèmes comme mettre en maintenance un exercice et revenir dessus par après, et à l'inverse aussi bien combiner les deux par exemple. Ensuite, je pense qu'on va parler des avantages. Donc, je crois que j'ai tout dit pour la force. Et oui, et puis certains exercices de force sont vraiment intéressants aussi à travailler en prime. Par exemple, développer militaire, je pense que c'est un must pour beaucoup de personnes, même si à un moment il y aura quand même ses limites à avoir. Mais il peut apprendre beaucoup de choses au niveau de l'omoplate. Et après voilà, il y a toujours des exercices aussi qu'il faut pas s'imposer parce que ils sont pas spécialement safe. Donc celui-là, par exemple, développé militaire, peut être pas confortable pour vous, ou peut induire facilement certaines blessures. Ça on le verra dans le point avec les désavantages. Donc passons aux avantages. Comme je vous l'ai dit, c'était un peu l'accessibilité. Donc le fait de pouvoir le pratiquer directement, une approche hybride, on va dire. Et ça en fait, je trouverais ça même mieux. Parce que vous allez, on va dire, si vous objectivez plus facilement vos objectifs, vos exercices,
que vous avez accès à plus d'outils. Donc par exemple les tractions excentriques, les tractions en half-rep, les tractions à élastique, c'est pas du tout le meilleur exercice pour développer de la masse musculaire spécifique à la traction, et le meilleur exercice pour développer de la masse musculaire à la traction, ça sera peut-être les tractions, mais si vous n'êtes pas encore assez fort, vous n'allez pas pouvoir travailler en plus que 5 répétitions, on va dire. Et donc ça sera la traction à la machine. Et donc si vous avez accès à la traction à la machine, c'est un outil en plus. Et même chose, peut-être que le ring row sera moins objectivable, ou que vous l'avez déjà pratiqué et tout, et peut-être que pratiquer du tirage tondeuse ou du tirage à la poulie, sera génial en fait. Et donc voilà, c'est vraiment en fait, je pense que pour quelqu'un qui débute, c'est extrêmement important d'avoir une accessibilité énorme pour atteindre vos objectifs plus facilement. Et même chose si vous êtes coincé, parce que parfois je parle de débutants, mais il y a des personnes qui s'entraînent depuis quand même pas mal de temps et qui n'arrivent pas encore spécialement à faire de traction, et combiner alors que peut-être qu'elles étaient un peu enfermées dans cette bulle de purisme, et du coup offrir cette possibilité de travailler avec des poids va leur faire passer le cap, et donc après ça ils vont vraiment réussir ça. Et peut-être du coup qu'ils ont perdu beaucoup de temps, et que s'ils avaient eu accès à ça directement, ça aurait été mieux. Donc il y a cette notion de quantification sur tout ce que vous allez faire, même sur votre street lifting par exemple, votre action de 2,5 kg, 5 kg, 7 kg et demi, 10 kg, X nombre de reps, qui est parfois plus facile que planche, tuck planche, tuck planche, tuck planche, advanced tuck, mince, la forme est pas assez bonne, tuck planche, tuck planche. Donc voilà, c'est un exemple où pas de handstand, pas de handstand, pas de handstand, pas de handstand, handstand oh, et puis handstand push-up, bon bref. Après voilà, il y a toujours des systèmes, donc tuck planche 6 secondes, tuck planche 6 secondes, tuck planche 7 secondes, puis c'est pas de handstand, mais handstand ventre au mur 30 secondes, 45 secondes, 1 minute, meilleur placement, une jambe qui quitte le mur, puis ça sera handstand push-up excentrique, pause en bas, hop, après remonter, et puis voilà quoi. Donc c'est toujours aussi des systèmes, et finalement ils sont très efficaces aussi, donc il faut pas non plus se dire absolument qu'il faut tout quantifier. Ensuite il y a la variation d'exercice, donc pas faire que des pike push-ups toute l'année, mais faire un peu de développé militaire, ça peut être intéressant. Les tractions, comme je vous ai déjà quand même bien développé le concept. Ensuite il y a peut-être aussi l'aspect environnement, donc je pense qu'il y en a beaucoup qui pratiquent le street, la calisthénie, qui sont chez eux tout le temps, et ou dans des parcs. Bon, dans les parcs c'est quand même très sympa, là on retrouve un peu cet esprit convivialité, même si chez soi aussi c'est génial d'être tout seul et de se focus dans sa bulle, d'avoir ses temps de récup et tout, je pense que parfois le fait de passer dans une salle, ça peut être intéressant aussi. Donc dans la salle il y aura toute cette communauté que vous allez revoir un peu aux mêmes heures, un environnement souvent plus important que dans un échantillon de personnes plus important que dans les parcs. Après voilà, parfois c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, parce que les gens vont vous regarder un peu bizarre quand vous allez faire des muscle-up ou des handstands, mais en même temps ils vont être impressionnés, ils vont peut-être vous demander un peu ce que vous faites, et peut-être que vous allez aussi voir d'autres personnes qui font justement ce sport. Vous allez avoir un meilleur espace de travail, peut-être que vous allez vous discipliner un peu plus pour moins faire le saut, justement à l'inverse. Donc ça double tranchant l'environnement. Donc, je pense que certains sont plus à l'aise chez eux aussi, et maintenant peut-être aussi certains sont bien peut-être comme de nouveau, comme varier ses exercices, peut-être que varier son environnement ça peut être intéressant aussi. Ça je serais curieux de voir des études là-dessus, sur varier son climat d'environnement pour la progression. Par exemple, est-ce qu'un groupe qui ferait 3 mois chez lui ou dans une salle tout seul, puis 3 mois dans un environnement dans une salle avec plein de gens, et puis quel groupe progresserait plus à l'inverse que quelqu'un qui ferait tous chez lui ou tout dans une salle? Je pense que ça dépendrait énormément des personnes finalement, mais voilà, ça serait quand même intéressant à analyser. Et donc avec cet environnement-là, il y a peut-être aussi cette notion de plaisir, je pense que ça finalement le plus important, c'est ce qui fait vous entraîner chez vous ou dans la salle, mettre votre casque et aller dans la salle, parfois c'est intéressant, et puis même utiliser toutes les machines,
plutôt que parfois juste des petits haltères chez soi ou des poulies un peu moins bonnes, parce que parfois dans la salle, on va pas se le cacher, il y a des très bonnes machines qui vont vous offrir un peu plus de gains, on va dire, que des exercices que vous auriez chez vous, ou de nouveau une variété en plus. Et ouais, donc voilà, ça c'est un des avantages en plus que vous allez pouvoir exploiter à la salle, ou dans un environnement qui a des poids à disponibilité. Ben, un des désavantages qu'on pourrait dire à cette pratique de discipline en même temps, c'est peut-être le fait qu'on va travailler beaucoup de modalités en même temps. Enfin, donc ça fera une charge d'entraînement à faire en plus. Et du coup, c'est là où il faudra pas rajouter, par exemple, si vous avez déjà un programme uniquement au poids de corps et que vous ajoutez directement beaucoup sans retirer spécialement d'exercice de poids de corps, ben, vous allez peut-être déplacer votre volume d'entraînement de manière drastique, et donc là vous allez soit vous blesser, soit pas progresser du tout, et du coup ça demande une approche un peu plus intelligente en termes de volume d'entraînement. Donc ça il faut le prendre en compte, il faut pas taper dedans directement, il faut essayer de bien gérer votre récupération, vos nombres de séries, bien quantifier ce que vous faites, analyser quand vous allez incorporer une certaine variable. Donc c'est là où par exemple vous implémentez un tel exercice sur un cycle, vous allez pouvoir observer une progression ou non, ou une progression un peu plus importante ou non. Donc ça nécessite quand même de bien traquer ce que vous faites. Donc et en plus ouais, par exemple si vous faites aussi du lesté et vous allez soulever un peu trop lourd, ou que votre forme elle va être un peu moins bonne, vous allez peut-être parfois, ça fait aussi plus d'exercices à réaliser correctement, donc un bon apprentissage. Ça fait des charges d'entraînement à bien gérer, il faut gérer son ego aussi, si peut-être qu'au poids du corps vous aviez tendance à quand même garder un peu de réserve, à ne pas aller trop proche de l'échec, et que quand vous allez vous lester, vous allez faire beaucoup de no reps en traction, vous allez pas aller jusqu'en haut, en dips vous allez rester en bas, et puis vous allez vous flinguer directement, un soulevé de terre aussi à l'échec, c'est pas trop le bon plan pour progresser. Vous allez peut-être faire des exercices aussi qui sont très fatigants, donc il y a des exercices avec on va dire la courbe stimulus ratio adaptation qui sera très intéressante pour prendre du muscle, et d'autres un peu moins, et d'autres qui vont s'interférer un peu trop par rapport à vos exercices de calisthénie. Donc, par exemple, on va reprendre l'exemple de l'overhead press, il va peut-être tellement vous flinguer vos deltoïdes que vous allez stagner en planche à cause de ça. Ou à l'inverse, c'est peut-être il va peut-être justement avoir cette bonne adaptation qui va booster vos progrès en planche. Ça va dépendre un peu de votre gestion d'entraînement, de votre réceptivité à ces exercices-là. Donc il y a plein de facteurs à prendre en compte. Et donc quand on combine les deux, ça rajoute quand même beaucoup de variabilité en plus. Donc c'est là où on analysera ça dans les exemples par après. Et en plus, donc il y a ce besoin d'apprendre la technique, et donc peut-être que certains exercices sont plus risqués que d'autres. Par exemple, si vous savez pas du tout faire un soulevé de terre et que vous pratiquez dos rond directement et que vous êtes déjà fort en calisthénie, vous allez peut-être déjà mettre un petit 160 kg avec un dos bien rond et vous blesser dès votre première séance. Ce qui sera un petit peu dommage, parce que vous allez être fort, mais que vous aurez pas pris le temps d'apprendre la bonne technique. Même chose peut-être en développé couché, vous allez peut-être pas contrôler la descente et vite vous stretchez les pecs en bas, et c'est pas génial. Et donc c'est un apprentissage technique en plus. Mais bon, je pense que maintenant il y a toutes les informations pour bien apprendre les mouvements et bien les réaliser. Et puis il y a aussi des exercices que même si vous les faites correctement, vous êtes toujours inconfortable dessus. Je reprends l'exemple du développé militaire qui va vous défoncer le trapèze ou la nuque. Peut-être que même justement du dips lesté va vous faire un peu trop mal au long biceps par exemple. Ou à l'inverse, que des exercices au poids du corps soient toujours inconfortables, que les pike push-ups c'est toujours une douleur, et que quand vous faites du shoulder press à la machine, là vous soyez beaucoup plus safe. Donc c'est vraiment aussi important, c'est là aussi, parfois c'est un risque, mais parfois c'est aussi un avantage d'avoir accès à toute cette panoplie d'équipements.
Et puis un autre désavantage, c'est qu'on a besoin de cet équipement, on a besoin d'une salle, et donc parfois c'est un peu embêtant parce qu'on perd un peu cet aspect liberté de la calisthénie, hein. Donc vraiment il y a cet aspect liberté où vous prenez juste une paire d'anneaux, vous allez dans un parc et vous êtes le roi du monde, vous savez tout faire, et c'est vrai. Donc ça, on va pas se mentir, mais de nouveau, si vous avez certains outils en plus, c'est cool. Donc si vous perdez un peu cette liberté, ça va peut-être vous ennuyer un peu trop, et donc c'est peut-être moins chouette pour votre motivation, votre progression. Donc je pense que maintenant, parfois il en faut pas beaucoup, hein. Donc si vous avez juste votre paire d'anneaux, mais peut-être un petit kit de haltères, une petite ceinture lestée, un poids de 20 kilos, vous mettez ça dans votre sac à dos, et puis vous allez sur votre arbre, et vous allez peut-être quand même pouvoir faire votre session hybride en utilisant les bons outils, ou alors vous amenez juste votre paire d'anneaux à la salle, et c'est plus facile aussi, quoi. Donc il y a peut-être pas besoin spécialement d'installer votre paire d'anneaux dans le parc aussi, et vous allez être dans un environnement sec, parce que parfois en hiver il pleut. Donc ça, c'est peut-être aussi un avantage aussi de la salle, c'est que c'est bien de faire le warrior, à s'entraîner dehors, c'est bien de prendre l'air, mais il y a un moment où, par exemple, si vous faites de la force et vous prenez 3-4 minutes de repos, c'est un peu dommage de se les cailler pendant ces 3-4 minutes, que vous allez même plus savoir plier vos bras ou les tendre pour vos planches, et à ce moment-là, ça devient intéressant d'être dans un environnement un peu plus confortable. Vous allez peut-être développer moins de résilience et moins de robustesse mentale dans une salle, mais ça peut être plus intéressant pour vos apprentissages et votre progression finalement. Donc c'est ça peut-être le plus important que le mental. Et puis à l'inverse, peut-être qu'il va faire fort chaud dans les salles et tout, et que ça fait vraiment du bien d'aller dehors, quoi. Donc voilà, tout ça de nouveau, ça paraît un peu évident. Donc mais je pense que voilà, ça peut être intéressant à se poser les questions. Ensuite, on va passer un peu au concret, hein, comme ça je vais illustrer un peu tout ce que je vous ai raconté là, et c'est peut-être ça qui va vous aider le plus finalement. Donc on va parler d'un exemple de séance pour combiner deux disciplines, un exemple de split, de macrocycle, et un exemple de split dans la semaine, et un exemple de macrocycle. Donc pour la séance en fait, et pour vos splits et macrocycles, en fait, on va essayer déjà toujours de scinder, de catégoriser ces différentes modalités. Donc si vous me suivez, j'aime par exemple considérer tout ce qui est calisthénie presque, enfin en tout cas ça sera les objectifs principaux comme exercice de skill. Ensuite il y a nos exercices de force, souvent ça sera plus le street lifting. Ensuite il y a des exercices d'hypertrophie. Là vous allez pouvoir utiliser par exemple des exercices de calisthénie aussi, au poids du corps, et tous les exercices de musculation qui vont être accessoires, et ensuite on pourrait rajouter les exercices d'isolation, mais parfois ils vont aussi dans l'hypertrophie. Donc on va dire ces trois catégories là, et donc pour les combiner dans une séance, tout simplement vous allez d'abord pratiquer vos skills, ensuite les exercices de force, ensuite les exercices d'hypertrophie, et il suffira simplement de respecter vos fourchettes de répétition. Donc finalement c'est assez facile, mais maintenant il faut juste savoir un peu faire la part des choses, et quels sont vos exercices de skill, votre de force, d'hypertrophie, quel format il faut travailler pour combiner les trois dans une séance, dans votre semaine, dans votre macrocycle. Et c'est là que ça devient un peu plus compliqué. Mais en général, si vous respectez des standards, vous risquez peu de faire mal les choses, on va dire. Donc admettons, en général, si vous travaillez vos skills, on recommande souvent 2 à 3 séances par semaine, et si vous faites 3 à 5 séries par séance, c'est déjà très très bon. Là vous allez pouvoir même augmenter un petit peu ça pour certains exercices. Donc pour la force, ça sera à peu près la même chose aussi pour les exercices de force. En restant en dessous de 5 répétitions, vous allez en faire peut-être 2 fois par semaine, des tractions lestées ou du disque lesté, et les faire un petit peu après vos skills, sauf s'il y a des jours où vous faites pas vos skills par exemple, ça sera aussi une option. Et ensuite vos exercices d'hypertrophie, et là où vous allez faire de nouveau aussi peut-être 1 à 2 séances, ou voire 3 par semaine sur certains muscles qui récupèrent plus et qui ont besoin de plus de fréquence que d'autres.
Voilà, j'avais la gorge qui gratte. Pardon. Et donc, et cela, vous allez placer évidemment après vos exercices de force. Après, vous allez peut-être aussi avoir un jour spécial où vous pourrez peut-être isoler un petit peu plus. Et puis, on va dire qu'il y a les exercices d'hypertrophie pour votre basic strength, donc pour votre force de base. Et puis, il y a des exercices d'hypertrophie, d'isolation pour vos articulations tout simplement, ou vos biceps ou quoi. Et donc là, ça aussi un peu une distinction qu'on pourra faire entre les deux catégories d'exercices d'hypertrophie. Donc, un bon exercice d'hypertrophie, ça sera par exemple du développé incliné pour vos pecs et vos épaules. Et un bon exercice d'isolation, ça sera plus du chest fly ou du biceps curl incliné ou du triceps extension. Donc voilà, ça faudra les scinder. Donc de manière générale, si dans votre semaine vous faites, je vais vous donner un exemple, par exemple si vous faites 300 semaines, vous allez pouvoir pratiquer 3 fois les skills par semaine. Peut-être 3 fois les skills, vous faites 3 à 5 séries là-dessus, puis 2 à 4 séries, 2 à 5 séries de force, peut-être pas sur les 3 séances, là peut-être sur 2 séances, sur certains mouvements. Par exemple, vous allez faire les tractions le lundi, les dips le mercredi, et puis le samedi, les tractions et les dips, par exemple. Et ensuite, les exercices d'hypertrophie, peut-être que vous allez faire qu'une fois du tirage horizontal le lundi, et peut-être une fois du tirage vertical le samedi ou le mercredi, par exemple. Et peut-être peut-être 2 fois les biceps, ou même 3 fois les biceps, et qu'une fois les triceps, par exemple. Donc ça, c'est de nouveau des manières de combiner les deux. Après, par exemple, dans votre semaine, il y a peut-être d'autres possibilités. Par exemple, si un jour vous voulez aller au parc de street et un jour à la salle, là, il y a peut-être moyen, par exemple, au parc, de faire vos skills et vos exercices d'hypertrophie au poids du corps, ou plus d'exercices d'assistance. Et à la salle, vous allez directement commencer par du street lifting et faire vos jambes et des exercices d'isolation avec machine. Donc c'est une possibilité. Donc par exemple, admettons le lundi, vous allez à la salle, vous tapez planche, front lever, instant push-up, et puis peut-être tirage aux anneaux, et puis peut-être des pompes, une variante de pompe, des pike push-up. Comme ça, vous avez votre poussée verticale. Et le mercredi, par exemple, vous allez à la salle, ou même le mardi, si vous faites le lendemain, vous faites traction lestée, dips lestés, squat, et puis peut-être leg extension, leg curl, et biceps curl, triceps extension, bref. Là, c'est une manière de faire, vous pourrez répéter ça deux fois, et comme ça, vous avez 2 séances au parc, 2 séances à la salle. Et ce qui est assez cool, quoi. Donc, ça c'est un exemple type, après, il y a plein de manières aussi de faire, et puis, si vous voulez pas vous brider, vous faites de nouveau un peu les deux, vous commencez toujours par vos skills, boom, force, puis hypertrophie. Maintenant, si vous faites aussi un cycle où vous faites principalement que des poids, donc vous pourriez par exemple faire beaucoup moins de skills, ou vous mettre vraiment vos skills en maintenance, mais maintenance, et vous allez commencer peut-être par vos tractions lestées, puis vous allez faire des tirages horizontaux à la poulie, et puis peut-être une variante de front lever par exemple, plus dynamique, des front lever raises, et là vous allez vraiment mettre ça un peu plus en maintenance, en arrière maintenance, mais peut-être que ça va vous aider aussi. Et là, vous allez vous focus beaucoup plus sur votre action lestée qui vont peut-être beaucoup plus progresser. Ou alors, vous les faites plus. Donc ça, c'est de nouveau une manière de faire. Et donc, une autre manière de faire, ça sera aussi de périodiser ça, donc de pas vous dire faire toute l'année la même chose. Donc de nouveau, cette catégorie skill, force, hypertrophie, elles peuvent varier au fil du temps. Donc il y aura un cycle où vous allez mettre beaucoup d'emphase sur vos skills, et très peu sur l'hypertrophie, et à l'inverse un autre où vous allez faire beaucoup d'hypertrophie et très peu sur les skills. Donc par exemple, j'aime planifier comme ça, faire des mésocycles de masse, de force, d'hypertrophie et de skill. Ou alors vous pourrez définir par exemple un macrocycle d'hypertrophie de par exemple 3 mois d'hypertrophie, 3 à 6 mois d'hypertrophie, et vous allez mettre que vos skills en maintenance. Comment les mettre en maintenance? Soit vous les faites pas, mais après ça je suis un peu moins fan, soit vous les faites en fin de séance, je suis un peu moins fan aussi, ou vous les faites que 1 à 2 fois par semaine, et vous faites une progression dynamique avec un peu d'isométrique quand même pour bien maintenir le truc, sous maximal, et vous essayez de maintenir votre niveau tout du long.
Après, si vous prenez beaucoup de masse, ça risque d'être plus dur de les maintenir. Mais après, bon, si vraiment vos PA augmentent bien sur vos exos de base, ça va valoir le coup parce que vous allez vite retrouver votre niveau et même plus. Et après ce macrocycle, donc vous allez et donc dans ce macrocycle là, vous allez aller beaucoup plus en salle, vous allez peut-être mettre plus lourd. Peut-être même pour la force, hein, vous n'êtes pas obligé de faire moins de 5 répétitions, hein, je catégorise ces exercices-là, mais vous allez pouvoir utiliser ces exercices-là en plus que 5 reps, ce qui va vous aider aussi à construire du muscle grâce aux exercices de force, et vous allez devenir aussi plus fort. Après, parfois c'est pas non plus le meilleur outil, hein, parfois un dips lesté c'est pas le meilleur exercice pour avoir des pecs ou des triceps, c'est peut-être parfois mieux de faire développer couché aux haltères avec du chest press et puis des triceps extensions à la poulie haute et puis poulie basse, et donc là vous auriez 4 exercices avec des stimulus ratio assez intéressants par rapport à du dips et c'est tout quoi. Donc c'est une manière de scinder aussi les choses et de le faire dans ce macrocycle. Maintenant, vous pourriez très bien faire un cycle avec du dips et des triceps extensions et ça sera très intéressant, et vous pouvez même faire du dips en 10 reps, hein, mais ça sera parfois pas le meilleur stimulus ratio, mais pour beaucoup, je pense qu'au niveau, quand on est débutant intermédiaire, c'est vraiment bien de passer par cette étape-là, d'accumuler beaucoup de reps sur un exercice de force, même par exemple sur du squat, même si nouveau, on pourrait faire le même parallèle. Bon là c'est un peu plus complexe, hein. Donc ensuite, après ce premier macrocycle, vous allez pouvoir faire un macrocycle skill et force par exemple. Donc là vous auriez fait votre premier macrocycle vraiment hypertrophie, dans votre deuxième macrocycle vous allez un peu vous en foutre des poids ou de l'hypertrophie, vous allez pratiquer beaucoup plus de planches, de front lever, de handstand push-up, peut-être un peu de lifting en force, si vous avez moins fait ça et que vous avez envie de progresser encore là-dedans, ce cycle-là. Et après, au niveau de l'hypertrophie, vous allez peut-être travailler vos groupes musculaires qu'une fois par semaine, peut-être faire que vos curls une fois semaine, ou un exercice que vous auriez fait avant, peut-être du chest press, vous allez peut-être en faire qu'une fois par semaine, ou du tirage horizontal à la poulie, et c'est tout quoi. Et donc là, vous allez mettre vraiment l'emphase sur cette faculté de poids de corps quoi. Donc là, je pense que ça peut être intéressant. Et après voilà, il y a toujours des phases aussi dans tous vos entraînements où c'est bien de faire un peu les choses naturellement. Donc si naturellement vous avez beaucoup plus d'envie de poids, ça peut être intéressant d'aller plus là-dedans, d'explorer plus, ou de poids de corps, et de faire un peu plus puriste. Je pense que c'est bien, mais avec le temps vous allez voir que bien faire les choses, les scinder de manière intelligente, c'est quand même mieux. Et puis le faire intelligemment, c'est peut-être ça aussi qui va vous faire plus pratiquer, et qui va vous faire plus plaisir quoi. Je pense qu'on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, que vous m'avez écouté jusqu'au bout, si vous êtes encore là. Peut-être que c'était un peu plus dur à me suivre, et j'espère que même si ce n'était pas le cas, n'hésitez pas à me dire un peu ce que je pourrais améliorer, et je pense que même naturellement, ça va se faire dans les commentaires. Ça va se faire pendant les commentaires, ça va se faire dans le temps si j'enregistre d'autres épisodes solo. Là c'était vraiment le premier que je faisais, parce qu'en fait j'avais déjà fait... récemment, j'avais fait une FAQ sur YouTube, mais je l'ai supprimé parce que je trouvais ça vraiment nul. Après, j'avais moins développé le sujet, et je répondais juste aux questions comme ça. Et puis, je me suis objectivement, je m'aperçois que dans les podcasts parfois, je réponds un peu à côté de pas à côté de la plaque, je dirais, mais de manière vraiment pas concise. Et donc, c'est vraiment un travail que je dois faire. Et j'espère que ça a été un peu mieux dans ce podcast-ci, mais que ça va sans doute l'être par la suite. Et parfois, ça sera un peu plus aussi des sujets de réflexion personnelle et tout. Et aussi, n'hésitez pas non plus à mettre le type de sujet que vous auriez envie d'écouter, parce que voilà, là je vous parle de ce sujet-là, mais peut-être que vous en foutez un peu, donc je pense que non, parce que je trouve que c'est vraiment un sujet très intéressant. Donc voilà. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce sur Spotify, je sais pas, je pense que c'est intéressant de se faire référencer là-dessus, à nous proposer des sujets, si vous avez besoin de plus d'informations aussi, regardez nos chaînes YouTube,
Et si vous voulez vous faire accompagner aussi pour progresser en calisthénie et streetlifting, n'hésitez pas à me contacter sur mon mail qui sera dans la description, ou en DM sur Instagram, quoi. Je pense que si vous êtes en commun maintenant, vous nous connaissez, et peut-être que les nouveaux qui arrivent sur ce podcast aussi, ça sera intéressant de vous savoir qu'on peut vous aider aussi. Voilà, c'était 02 Workout. C'était tout pour le premier épisode solo du Calisthenics Science Podcast. Enfin, Morgan avait déjà fait un solo, donc mon premier à moi solo qui traitait de la calisthénie et des poids. Et on se retrouve pour un prochain épisode sur la chaîne. Donc portez-vous bien, progressez, combinez les deux de manière intelligente, et à bientôt.